Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Une fois n'est pas coutume, ce matin, nous allons parler musique. À 1 an et demi de l'ouverture de la nouvelle salle de musique actuelle de Metz, la boîte à musique qui est en construction dans le quartier de Borny, on va débattre ce matin de l'intérêt de cette nouvelle structure. Fait-elle concurrence à la quinzaine d'autres lieux existants en Lorraine? Est-ce un plus pour les groupes régionaux très nombreux? La crise pèse-t-elle sur l'économie? On va en parler avec nos trois invités ce matin sur France 3 Lorraine. Isabelle Chaigne, directrice de l'autre canal. Bonjour Isabelle. Bonjour. Stéphane Grégoire, patron du label nancéen Ici d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Serge Kuhn, producteur et en charge des découvertes lorraines du printemps de Bourges depuis environ 10 ans, on va le dire. C'est ça, oui. Bonjour Jean-Serge. Bonjour. Et bienvenue à tous les trois. Alors, la question de départ de ce débat est celle de l'offre de salles de spectacle. On va le voir sur une carte. Il y a aujourd'hui, parmi les principales salles de spectacle en Lorraine, une quinzaine de salles de concert. Est-ce que pour une région comme la nôtre, première question peut-être Isabelle Chaigne, vous pouvez répondre, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'il y a une concurrence ou une complémentarité entre toutes ces salles qu'on voit à l'écran, les principales étant l'autre canal à Nancy, le 112 à Terreville, oui, et puis le Zénith et le Galaxy qui sont des salles de plus grosse dimension? Alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas traiter toutes les salles en fonction de leur capacité de la même façon. C'est-à-dire que les salles ont des missions différentes. Quand on parle des Zénith ou du Galaxy, effectivement, c'est de la pure diffusion sur du Star System avec voilà, des artistes très connus. Ensuite, on a les salles de moyenne ou de petite capacité qui ont des missions différentes, diffusion ou accompagnement de groupe Et si on compare à ce qu'il peut y avoir au niveau national, l'Est était très très en retard. Il y a eu des nouveaux lieux qui sont arrivés récemment, des plus petits lieux aussi qui ont fermé, il faut dire. Mais n'empêche que la proposition qu'on peut avoir actuellement sur une quinzaine de salles, pour moi, n'est pas trop grosse. C'est-à-dire qu'il y a quand même une population dense. La région Lorraine, elle est extrêmement... je sais pas comment on dit. Étendue. Oui. Et puis tout le monde ne fait pas 150 km pour aller voir un concert ou pour travailler sur son instrument dans une salle de spectacle. Concrètement, ça veut dire que vous, par exemple, à l'autre canal, ça fait 5 ans que la salle existe, oui, les comptes sont à l'équilibre, il y a de la place, je veux dire, le gâteau est suffisamment gros pour que tout le monde en vive? Alors, l'approche sur la culture n'est pas spécialement, la première entrée n'est pas spécialement économique. À savoir, si un lieu comme l'autre canal arrive à faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a de l'argent public. C'est-à-dire, pour être clair, sur un budget de 2 millions, il y a 1,2 million de subventions. Donc la question, c'est forcément l'équilibre de la structure en intégrant ces subventions. Et ça veut dire que s'il y a subvention, il y a des missions. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui est injecté dans un lieu et dans d'autres lieux en Lorraine pour répondre à des besoins qui ne sont pas forcément juste mettre des gens sur une scène pour jouer de la musique, mais sur l'accompagnement, sur la formation, sur le développement de l'emploi, etc. Donc des choses qui sont en dehors ou complémentaires à ce qu'on peut attendre de la diffusion. La diffusion a son public, les salles de spectacle sont très connues parce qu'elles font de la diffusion, mais d'un autre côté, elles ont aussi d'autres missions, pratiquement toutes, et c'est ça qui explique les subventions. Alors justement, Jean-Serge Kuhn, vous qui êtes producteur et qui avez accompagné plusieurs artistes locaux vers la production, est-ce que c'est un plus pour un artiste que cette offre de salles, j'allais dire pléthorique? Alors forcément, plus on a d'endroits pour faire jouer les artistes, et mieux on peut accompagner leur développement. Et, je pense que le développement des artistes, il passe avant tout par la pratique, et, le concert. Donc et effectivement, les phases d'accompagnement que peuvent dispenser des établissements comme l'autre canal, ou comme on peut le visualiser, enfin le lire sur le projet de la BAM, intervient dans un deuxième temps et permet aux artistes éventuellement de la boîte à musique. Oui, la boîte à musique, dans un instant, de s'exporter dans d'autres régions, et de prendre une envergure nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance, peut-être là, Stéphane Grégoire, vous qui êtes patron de label, à vouloir aller au plus offrant, à faire monter les enchères quand on a comme ça autour de nous plusieurs solutions? Ou alors, au contraire, c'est peut-être un plus pour un artiste que de se dire,
je vais choisir la jauge, la taille de salle qui convient le mieux à mon live et à mon développement? Non, je crois que les artistes ne sont pas à ce stade de considération. Eux, ils veulent jouer déjà, la plupart. Donc c'est déjà être suffisamment reconnu pour être programmé dans ces salles. Donc je pense que la plupart des artistes que je connais qui sont je dirais dans le même cercle que le mien ont des difficultés à aller tourner dans ces salles-là, qui sont souvent de trop grosses capacités. Donc mon regard est relativement différent vis-à-vis des salles. Moi, j'ai comme une tendance à croire que ces salles viennent parce que c'est une volonté politique et que je veux ma salle dans ma ville, en tenant peut-être pas compte suffisamment des besoins et sans avoir peut-être une étude suffisamment profonde des besoins des artistes finalement dans la culture, comme ce qu'eux attendent. Vous voulez dire par là qu'il y a des salles aujourd'hui dont l'existence ne se justifie pas? Non, je ne pourrais pas dire ça parce que je n'ai pas la connaissance suffisante, donc je serais très mal pour juger ça, mais c'est un peu le retour de ce qu'on peut voir et entendre au niveau des artistes autour, parce qu'il y en a plein. Il faut savoir que quand on parle artiste, on parle quoi? Artiste professionnel, amateur. Donc rien que déjà ça met beaucoup de monde en place, et que chacun prétend à vouloir obtenir certaines choses. Donc c'est très difficile. Je pense que tout le monde a envie d'aller jouer à l'autre canal, que tous les groupes, que ce soit amateur ou pas. C'est une salle qui a une acoustique qui est fantastique. Pour moi, c'est une des meilleures salles de France. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, tout le monde a envie. Après, c'est la capacité. Et le problème, déjà, c'est que globalement, ceux qui mettent de l'argent dans ces salles devraient se poser la question de savoir si ils veulent ouvrir vraiment une salle pour perdre beaucoup d'argent ou pour essayer de rentabiliser ou quoi. Parce que pour moi, ce genre de lieu doit exister effectivement pour perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que doit être là pour pousser à la culture et ouvrir les choses. La culture ne doit pas forcément être rentable. Isabelle Chêne n'a pas l'air de partager votre point de vue. Elle ne peut pas être rentable. Elle est rentable par ailleurs. Non, ce que tu appelles toi de la perte, c'est ce que moi j'appelle, et en tout cas c'est comme ça que j'ai œuvré, à convaincre des collectivités qui ont un besoin de soutien public pour développer des activités culturelles. Donc c'est ce que tu appelles la perte. Après, oui. Une structure culturelle, c'est comme n'importe quelle entreprise, ça doit pas perdre d'argent, parce que autrement tu mets tout le monde à la porte et puis t'arrêtes. Et que la fuite en avant de dire c'est plus mesuré. C'est-à-dire qu'il y a évidemment il y a des choses où vous pouvez quand vous programmez certains groupes, vous avez une quasi-garantie de rentabilité, quand on fait un gros groupe qui a un fort potentiel. Après, c'est plus de prise de risque, mais pour générer quelque chose qui va au-delà même de la salle et de sa fréquentation, parce qu'il y a la salle et il y a ce qui est autour de la salle, et ça fait vivre, au-delà d'un quartier, ça fait vivre une ville. Il y a des villes qui ont une véritable identité, une force, parce qu'elles ont toujours programmé des choses plus ou moins extrêmes, alors ça va du pur consensualisme musical jusqu'à des choses expérimentales ou autres. Et donner cette dynamique dans une ville, c'est forcément attirer des gens et ouvrir des gens à un état d'esprit de consommation plus intelligente. Et de toute façon, ça fait quoi? C'est que c'est la même chose qu'ouvrir, que mettre de l'argent pour le tourisme. La culture, c'est une part du tourisme. Ça fait venir des gens qui vont consommer et qu'on ne peut pas mesurer. Ils vont consommer des sandwichs, qui vont consommer de la restauration. Donc on veut se battre pour la restauration à Nancy, battons-nous pour la survie culturelle. C'est un peu le principe. C'est l'économie parallèle que tout ça génère. Donc c'est très important. Mais voilà, pour moi, ouvrir une salle, certes, mais avoir cet état d'esprit pour pouvoir générer quelque chose dans la ville. Pas juste remplir... À savoir, moi je rajouterais une chose, c'est que sur des concerts découvertes, la perte estimée avant de commencer, c'est plus de 3 000 €, sans compter les permanents, le matériel, la salle. Ça veut dire qu'on travaille à perte. Ça veut dire que moi je refuse de penser que je travaille à perte, je travaille avec l'appui d'argent public qui fait qu'on arrive à faire découvrir de nouveaux artistes et à appuyer la création. C'est une façon de parler qui est différente. L'autre canal, c'est avant tout quand même un établissement public avec une mission de service public. Donc l'établissement est tout à fait dans son rôle, à mon avis, quand il programme des groupes non rentables, entre guillemets. Mais de toute façon, des groupes rentables, il n'y en a pas tant que ça en France. Si on parle vraiment de commerce, parce que là, vous nous orientez un peu vers le commerce et l'économie. On va parler après de la scène plus locale.
Et c'est peut-être là, pour revenir un peu sur la question du début, l'aspect de la concurrence, il va arriver sur le commerce, il va arriver sur la diffusion, parce que en France aujourd'hui, en tout cas cette année, on a peut-être 30 groupes qui sont capables d'être rentables commercialement. Pour des établissements, pas plus. Donc alors, tout le reste, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste, quoi? On l'a dit au début de cette émission, dans 1 an et demi, à l'automne 2013, une nouvelle salle de concert va ouvrir. J'allais dire une de plus, dans le quartier de Borny, à Metz. La boîte à musique, ça sera son nom, Jean-Serge Kuhn en parlait. 1200 personnes debout, 350 assises, avec l'Arsenal et les Trinitaires. C'est une salle qui va être dans le giron de ce qu'on appelle Metz en scène, une structure messine. Le directeur disait... Il y a vraiment beaucoup de concurrence et il va falloir se faire sa place. Clairement, Isabelle Cheyne, pour vous, l'autre canal, là, il y a 60 km de distance, la jauge, la taille est à peu près équivalente. C'est une concurrence frontale quand même. Alors pareil, je raisonne jamais en termes de concurrence et de complémentarité. Moi, je défends un secteur, les musiques actuelles. Je défends les artistes et le public qui va les voir. Le public de Metz, de fait, actuellement, il y a beaucoup de gens de Metz qui viennent au concert à l'autre canal. Donc on pourrait se dire c'est de la concurrence. Ben non, à un moment il faut raisonner en complémentarité. C'est sûr que sur ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, la entre guillemets concurrence on pourrait éventuellement la retrouver sur des artistes très connus. Mais sur la masse des groupes qu'on peut programmer, non. Et pareil, la BAM n'aura pas, dans ce que j'en connais, n'aura pas qu'un axe de diffusion. Il y aura aussi de l'axe d'accompagnement. Et à ce jour, il y a déjà un réseau de structures qui travaillent ensemble sur l'accompagnement de groupe pour avoir des dispositifs identiques avec le même niveau de professionnalisme, le même type d'intervenants sur l'ensemble du territoire. Et la BAM, comme les Trinitaires actuellement, sera inscrite dans cette. Il y a une attente, semble-t-il, assez grande du côté des artistes. Je lisais récemment, en préparant cette émission, une interview dans la presse spécialisée de Chapelier Fou, dont on va parler dans quelques instants, qui est un artiste messin que vous connaissez tous bien. Il disait « La scène messine est riche et diverse, mais elle souffre d'une carence en lieu où s'exprimer ». Oui. Là, en l'occurrence, est-ce que ça va répondre précisément à une demande? Et sachant que la salle va être installée à Borny, dans le quartier populaire de Metz, est-ce que stratégiquement, c'est un endroit où il faut mettre une salle de concert pour donner, ce que disait Stéphane Grégoire, un dynamisme à une ville? Est-ce que le choix là est bon, Jean-Serge Kuhn? En tant que messin, j'entends les gens parler. Effectivement, les gens n'ont pas l'air très contents pour l'instant que ça se passe à Borny. Mais bon, ils sont pas contents non plus pour le tramway. Mais à Nancy, les gens n'étaient pas contents non plus pour le tramway. Ils sont toujours pas contents, je crois. Hein, mais peut-être, je sais pas. Je suis pas ancien. Bon, je dirais, mais bon. Je crois que c'est un faux problème, la question de situer la salle à Borny ou en centre-ville. Ça n'a pas d'impact sur la fréquentation du lieu. Un peu l'autre canal est aussi géographiquement excentré. Alors moi, bah non. On peut pas dire ça. On est quand même en plein cœur de l'agglomération. Mais non, c'est pas ça. C'est que avant l'autre canal, il y a eu une expérimentation qui était l'Ostrasique, donc une petite salle de concert dans la même rue. À un moment, les acteurs ou des artistes disaient pourquoi vous construisez un autre truc, ça c'est bien. Alors c'était en sous-sol, il faisait chaud, le son n'était pas super terrible, en tout cas c'était pas aussi bien que l'autre canal. Mais à un moment, les gens un peu ils se contentent de ce qu'ils ont et que quand on leur offre des outils avec une ambition importante, où il y a tous les éléments dedans pour pouvoir travailler. C'est un peu la peur de l'inconnu, j'ai l'impression, qui arrive. Et je pense que c'est de ça que souffre pour le moment Metz. Moi, personnellement, la discussion de savoir si c'est à Borny ou pas, pour moi, la décision, elle est prise, donc ça se discute même pas. Personnellement, je vais vous dire que je trouve ça plutôt bien. Mais voilà, il y a eu des palabres là-dessus et c'est une décision du maire. Et puis voilà, moi, je trouve très bien comme ça. Après, faut voir ce qui va être fait pour emmener les gens à Borny. Tant le public... Et puis voilà, après, c'est l'option tramway qui doit arriver. Donc, pour moi, l'implantation, c'est fait, et puis c'est bien comme ça. Je reviens sur la concurrence. Pour moi, on ne peut pas raisonner en termes de conflit sur un même secteur. Et que tout le monde doit travailler dans le même sens. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir qui c'est qui va prendre le plus gros groupe, qui va faire mousser sa salle. Moi, en tout cas, je pars toujours d'un principe qu'un artiste, que je disais tout à l'heure, un artiste connu, si je dois perdre de l'argent, je ne le ferai pas.
Et cette histoire de montée des cachets qui augmentent, justement parce que on sait bien que souvent les directeurs ont des égos pas possibles et que il faut absolument faire ce groupe parce que ça le fait, c'est dans l'air du temps et que ça fait mousser. Et moi je suis pas dans cet état d'esprit. Et pourtant vous êtes directrice. Mais oui, on peut être directeur sans avoir un égo surdimensionné, mais c'est vrai que c'est pas souvent. Et que il faudrait peut-être que Metz prenne un directeur avec un égo pas surdimensionné pour qu'on arrive justement à pas se retrouver en concurrence sur accepter des prix astronomiques sur des artistes où là, de l'argent public irait pour payer le business. C'est pas l'objet. Le problème, c'est que ça va donner, sans doute, le seul problème que je vois, c'est que, en tant que de l'autre côté de la barrière, on entend soutenir des artistes qu'on aimerait bien qu'ils aillent passer dans ces salles-là et d'autres. Alors, il y a deux choses déjà pour revenir sur l'Austrasic. Je crois que les gens étaient satisfaits parce que souvent, dans les villes sont animées par des associations qui ont déjà une démarche par rapport à la moyenne un peu plus pointue dans leurs choix musicaux, et ils savent très bien que c'est plus facile de faire passer certains groupes, leurs groupes qui les intéressent et qui intéressent une partie de la population un peu branchée dans chaque ville, peuvent pas remplir des salles de plus de 300 places. Donc le fait des fois de se retrouver avec quelque chose trop gros, ça leur fait peur parce qu'ils disent on n'aura plus la capacité de faire tourner nos groupes parce que c'est trop petit et qu'on se met du petit dans du trop gros et ça va pas aller. Alors ça c'est un vrai problème parce qu'on oublie à côté qu'il y a plein de concerts en dehors de ces salles-là et des concerts qui sont intéressants, qui moi me parlent plus que la programmation en général des grandes salles, même si parfois les grandes salles font des groupes qui m'intéressent parce que ces groupes-là sont un peu plus connus. Mais voilà, la musique heureusement ne marche pas qu'avec un système d'auditoire potentiel. La musique peut être très bien juste même si elle va parler qu'à 50 personnes parce que c'est une histoire de promotion et de réputation. Donc là, ça c'est une difficulté. Et puis moi ce que je vois comme véritable problème, c'est que effectivement certaines salles risquent de se tirer la bourre, si on peut parler vulgairement comme ça, et risquent de programmer bien à l'avance des groupes. Donc il va y avoir une sorte de décalage entre le travail de promotion de sortie des albums et vous allez avoir des salles qui vont programmer des groupes un an à l'avance. Donc ce qui veut dire que stratégiquement, quand vous êtes dans une stratégie pour sortir un artiste, on parle de Chafelier Fou, il faut penser à la sortie du disque, penser à la promotion de l'album et puis arriver à garantir derrière une tournée pour continuer à promouvoir et donner de l'actualité pour que les disques puissent être toujours présents dans les magasins et partir au bout de 2 mois en retour. Donc voilà, il y a toujours une stratégie. Il ne faut pas croire que c'est juste on sort un disque et puis ça se passe comme ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc il va falloir anticiper encore plus longtemps à l'avance une sortie de disque. Donc ça veut dire quoi? Demander à l'artiste de finir son album 2 ans avant de le sortir, alors qu'en général au bout de 6 mois l'artiste il passe à autre chose. Donc on ne prend pas assez. Un artiste qui se lance, c'est pas sur une jauge à 1300. Là on est bien. Ce que tu disais, c'est le besoin des salles pour que les artistes émergents puissent être diffusés, c'est les salles de 300. En l'occurrence, l'autre canal, d'accord, on parle toujours de la salle de 1200, mais il y a aussi une salle de 300. Oui. La BAM, c'est une salle de 1200, mais il y a toujours les Trinitaires qui continueront avec une jauge de 300-400. Oui, mais le problème de l'autre canal, c'est que si on prend la salle de 300, on tape dans la salle de 1200. C'est-à-dire qu'on fait marcher toute la machine. Ça serait beaucoup mieux si on pouvait aller directement dans la salle de 300 sans faire travailler tout le système. Pour revenir à la concurrence, je voudrais quand même souligner un point important, c'est que là, entre la salle de Metz et la salle de Nancy, on parle quand même de 2 établissements publics. Moi, en tant que producteur privé, je trouverais très très mal venu que les 2 salles se tirent la bourse sur des aspects de programmation. Ce serait complètement immoral. C'est pourtant ce qui risque d'arriver. Immoral et anormal, quoi. Donc, c'est un état d'esprit. Étant donné que je suis également gestionnaire d'une salle qui s'appelle le 112 et qui est située à 30 km de Metz, qui est peu accessible parce qu'elle ne dispose pas des facilités de transport en commun. C'est-à-dire que nous, le public, c'est pas le public qui vient au 112, c'est pas un public qui vient par hasard, c'est un public qui est motivé par un artiste, et par une salle et par un état d'esprit. Ce public-là doit prendre sa voiture et venir à la salle. On est, vous voyez, sur 3 salles, on est quand même sur des fonctionnements assez différents et sur des objectifs assez différents. Et sur le 112, par contre, on est vraiment sur des problématiques uniquement de diffusion. Et il se trouve qu'on ne pourra pas lutter avec 2 établissements publics, c'est clair et net. Donc, moi, la question de la concurrence, je préfère même pas y penser parce que je
pense que ça n'arrivera pas, quoi, Ça simplement. Quoi. Alors, les gens, forcément, il y aura une entente entre les salles principales. L'histoire le dira. On verra ça à partir de l'automne 2013, puisque la boîte à musique ouvre à l'automne 2013. Alors, et d'autres lieux vont ouvrir. Et d'autres lieux vont ouvrir, effectivement, dans la vallée de la Fench, à Nilvange, et à Épinal, où une salle de concert. Donc ça va encore accroître cette offre. Alors l'offre de salles est grande, mais le nombre de groupes aussi est important en Lorraine. On a recensé, enfin on dit environ qu'il y a 1200 groupes. Alors quand on dit 1200 groupes, c'est sans doute pas des groupes qui font des concerts toutes les semaines. Il y en aurait 4 à 500 sur Nancy. On va voir quelques images d'ailleurs de groupes qui sont sélectionnés chaque année pour les découvertes du Printemps de Bourges, l'un des festivals qui permet, d'ailleurs qui a lieu dans une semaine, je crois, qui permet de découvrir tous les talents futurs de la musique. Est-ce que quantité rime forcément avec qualité pour la région Lorraine? Est-ce que la scène musicale lorraine est intéressante? Alors bien sûr, la scène musicale lorraine est intéressante et l'est de plus en plus. Et ça, on le doit aussi au travail de l'Aude Canal depuis 5 ans. Et au travail de diverses structures, associations, enfin l'effervescence, je dirais, qui s'est créée autour de l'Aude Canal depuis un certain temps. Bien sûr que la scène est intéressante. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place déjà en Lorraine pour 1200 groupes? Je ne crois pas. Parce que si sur ces 1200 groupes, si on calcule autrement, si on parlait des groupes qui ont fait un concert, je pense qu'on passera à 600. Et si on parlait des groupes qui ont fait 10 concerts cette année, on serait plutôt aux alentours de 50. Donc, non, franchement plus. On va pas faire une bataille de chiffres, mais si on parle à titre de comparaison, il y a à peu près 200 groupes qui sont accompagnés chaque année sur l'ensemble des structures que je disais tout à l'heure, le réseau qu'on peut avoir. Donc 200 groupes, c'est 200 groupes qui tournent ou qui ont envie de tourner. Voilà. Non, mais l'envie, c'est pas l'action. Et, non. Et l'accompagnement ne rime pas forcément avec tournée, concert, production, management. Moi, je dirais que le chiffre que tu donnais, ce sont les groupes qui arrivent à sortir de la région. À se professionnaliser. Même dire, parce qu'il y a toujours ce fossé entre l'amateurisme et qui n'est absolument aucun cas péjoratif. Que l'Aude Canal, finalement, va être une des premières personnes qui, enfin, je le mets comme personne, qui va accompagner ces amateurs pour un peu les éclairer. Ensuite, il faut franchir le passage le plus douloureux, c'est le lâcher de l'Aude Canal vers finalement des structures comme la mienne, où on va produire et on va réfléchir à comment exploiter le disque et faire en sorte de développer le groupe. Et là, il y a une perdition énorme. Entre l'autre canal et ici d'ailleurs. Il y a un manque de soutien. Déjà, premièrement, jusque-là, il y avait un manque de communication, je pense, entre toutes les structures. Alors, pas d'une volonté d'une ou d'une autre structure, c'est juste une histoire de chacun et la tête dans le guidon. Et donc là, par exemple, sur la Lorraine, on a créé une fédération des labels indépendants qui s'appelle la FLIP, justement de manière un peu à réunir l'ensemble des acteurs producteurs de disques pour qu'ils puissent avoir des échanges plus structurés, plus intelligents, de manière à ce qu'il y ait moins de perdition au sein même de la Lorraine entre les musiciens lorrains, les acteurs d'accompagnement, comme l'autre canal, et ensuite les salles, et puis les éditeurs, les producteurs. Au moins qu'il y ait un échange un peu plus intelligent, pour au moins que les artistes pour lesquels il y a un réel potentiel, et quand on parle de potentiel, c'est de capacité à se professionnaliser. Alors c'est un peu difficile à déterminer dans le sens qu'est-ce que de professionnel comme musique. Oui, parce qu'il y a le talent de musicien, mais il y a aussi l'envie de rentrer dans une stratégie commerciale, de marketing, penser que non pas forcément tous les artistes. Parce que j'ai pas un label qu'on pourrait vraiment qualifier de commercial. C'est un peu... Non, mais quand je dis commercial, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Voilà, c'est savoir aussi épouser un modèle et arriver à répondre à des besoins. Vous pouvez avoir des groupes même connus qui finalement ne sont pas réellement professionnels et seront toujours cantonnés à un format d'amateurisme parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à sortir de ce cadre-là et à être plus pertinents sur scène et à arriver à se développer. Alors il y a un contre-exemple, un artiste qui lui a réussi ça, donc Chapelier Fou, qui s'est produit donc récemment une nouvelle fois en concert à Metz pour présenter son nouvel album.
cet artiste est un petit peu emblématique de la réussite entre guillemets lorraine. Il est passé entre les mains de Jean-Serge Kuhn, qui était son manager. Il a été soutenu, je pense, plus ou moins par l'autre canal, et aujourd'hui il est édité par le label Ici d'ailleurs, donc par vous, Stéphane Grégoire. Est-ce que lui c'est un modèle à suivre entre guillemets dans le cheminement de construction d'une carrière? À 100%, c'est le modèle, et j'en ai pas beaucoup finalement des artistes qui ont ce développement aussi à la fois fulgurant et aussi bien pensé qu'à Diane Tiersen, donc le plus connu, et puis après véritablement c'est Louis. Louis, exactement, il est là où il faut et comme il faut. Il pense comme il faut, il n'y a rien d'autre à dire. Il est dans cette démarche 100% professionnelle. On a un projet artistique extrêmement puissant. On a une réussite pratiquement immédiate sur les dispositifs de repérage type Printemps de Bourges, Eurockéenne. Il est mis en lumière sur la scène nationale, voire internationale. Il arrive très rapidement à se faire un nom sur l'underground, je dirais, national. L'autre canal décide de s'impliquer dans le projet. Un label, un tourneur fantastique, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un exemple vraiment intéressant d'un bon partenariat entre du privé, de l'artistique et la sphère publique que peut représenter, ou institutionnelle que peut représenter l'autre canal, qui arrive vraiment dans le projet au moment où il faut le pousser. En fait. Dans l'absolu, on peut en sortir entre guillemets combien des artistes comme ça par an avec cette stratégie-là? Si on en sort 2 par an, c'est super. Oui, je l'ai même encore divisé par 2. Si on arrive à en sortir un, on est content. Qui 2, c'est super. passe le cap du premier album et qui est donc là pour rentrer dans un circuit de longévité, pour qui c'est sa carrière et c'est son métier, qu'il arrive à intégrer que c'est son métier et qu'il est parti pour toute sa vie, comme ça. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on parle beaucoup de musique, mais ceux qui restent ne sont pas nombreux au final. On a une telle effervescence au niveau des jeunes groupes et du renouveau, je dirais, du turnover qu'il peut y avoir sur les artistes dans la région. Il y a une telle effervescence, je dirais, depuis 2-3 ans, que je suis assez d'accord avec Isabelle. Il y a un potentiel pour qu'il y ait au moins deux artistes par an qui sont en position de s'exporter et de se professionnaliser. Actuellement, par exemple, Zairiol, ils sont dans cette dynamique. Donc, voilà, Louis avait ce petit plus qui était, il y avait un côté original en plus dans la proposition artistique. Il nous reste peu de temps pour conclure, mais finalement, à vous écouter, on a le sentiment que tout est là pour produire des artistes de qualité. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que on n'a qu'un Chapelier Fou là qui est sorti? On n'a pas qu'un Chapelier Fou. Il manque du temps. Là, vous allez voir The Aerial très prochainement qui va, à mon avis, qui va exploser au niveau national. Vous avez un groupe très jeune, quand je dis très jeune, c'est une vingtaine d'années, qui se présente comme étant le missile de l'année 2013. À mon avis, ça va être Backstage Rodeo qui va exploser en 2013. Okay. Voilà, depuis Chapelier Fou, chaque année, on a une comète. Donc retenez bien ces noms, Backstage Rodeo, The Aerial, des artistes lorrains à suivre. On arrive au terme de cette émission. Stéphane Grégoire, un mot de conclusion, peut-être là. De quoi faut-il rêver en quelques mots maintenant pour Chapelier Fou, puisqu'il a franchi toutes les étapes? C'est du bonheur, qu'il continue à se faire plaisir, à faire ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui a envie d'une réussite énorme et financière. Lui, il veut continuer à être ce qu'il est et s'épanouir là-dedans. Et je crois que je vais juste, parce que moi j'ai pas envie de conclure sur mon label et artiste, reprendre sur le côté de la région. Je crois que c'est une région qui n'a pas voulu vraiment reconnaître son dynamisme et son talent, mais tout est là. Il faut juste croire en soi et que les gens comme on est là se connaissent et travaillent avec la même dynamique. C'est nécessaire. Il n'y avait pas ça avant. Il faut juste croire. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission et répondu à l'invitation de France 3 Lorraine pour cette Voix est libre spéciale musique actuelle. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Cécile Boisson. Bon week-end sur France 3.